Bonjour à tous et bienvenue dans Point de Vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour à tous, les Dragons se portent plutôt bien et nous espérons que vous qui nous écoutez aussi. Aujourd'hui, François Rossier, bonjour François. Salut Pam. Pierre Chouvet. Hello Patricia. Bonjour. M'accompagne pour ce 21e podcast de la saison. Nous allons aborder 3 thèmes. À tout seigneur, tout honneur, Kylian Motet, meilleur conteur suisse. Retour sur le feu d'artifice des Jeux à Rapperswil. Quelle valeur donner à cette émergence ? Et Christian Dubé, le directeur sportif, a-t-il terminé son travail ? Alors voilà, avec 39 points, soit une moyenne impressionnante de 1,0 points par match, Kylian Motet mène le classement des compteurs suisses. Bien sûr, la saison est loin d'être terminée, il reste 14 matchs pour Fribourg, si c'est possible de les jouer. Donc tout est encore possible, mais l'événement mérite d'être relevé, non ? François, vu que tu lui as parlé ce matin, tu peux commencer. Je ne sais pas si je dois tout dévoiler déjà maintenant, hein, sinon il faut laisser un petit peu de suspense, un de web plaisir first pour audio. les lecteurs. Mais effectivement, on va lui consacrer un sujet demain, vendredi, dans le Journal de la Liberté. Meilleur compteur du championnat, donc Suisse et étranger confondus, ce qui est assez... une performance assez fantastique quand même. Et, il est régulier cette saison, il marque beaucoup, tout fonctionne pour lui finalement. Il est en première ligne, il a des coéquipiers qui savent le mettre en valeur, notamment aussi sur le power play. On voit que la connexion avec Gunderson fonctionne très bien depuis de nombreuses semaines et ça lui permet de rayonner comme jamais puisqu'il a son record de points largement battu déjà et qu'il devrait encore améliorer dans les semaines à venir. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il joue beaucoup moins que les autres attaquants qui se trouvent, défenseurs aussi avec Gunderson, mais les autres joueurs qui se trouvent dans le classement des meilleurs compteurs, avec 16 minutes 55 par match. Si on compare par exemple, Ambul, c'est 4 minutes de plus sur la glace par match. André Gatto 2 minutes, Cherven 4 minutes, je ne les ai pas tous faits, mais c'est pour dire que c'est pas non plus comme s'il avait un temps de jeu de 25 minutes, comme c'est le cas d'un Ryan Gunderson, donc ça place aussi la performance de Kylian Motet qui, comme tu le disais François, il est en pleine confiance. Et puis ça se voit sur lui qui réfléchit moins. Enfin, c'est quand il commençait un peu à cogiter que ça se passait mal pour lui. Là, on a l'impression... On a eu une petite crainte à la mi-saison. Il y a eu cette petite blessure. On s'est dit, est-ce que ça va être le grain de sable qui va se mettre dans la machine et ça va mal se passer ? Mais non, alors là, il carbure. Sur les 8 derniers matchs, je crois que c'est 13 points. Donc... c'est vraiment un rythme impressionnant, au point qu'on pourrait se dire qu'il pourrait battre le record de Julien Sprunger sur une saison régulière, qui est de 51 points. S'il garde le même rythme, il le battra, non ? C'est bien possible, je lui en ai parlé ce matin, il n'était pas au courant, mais il a dit que c'était un record qu'il titillait bien, puis qu'il n'allait pas se gêner d'en parler à Julien et d'essayer de le battre. Donc oui, avec 39 points déjà aujourd'hui, il en reste plus que 12 au rythme où il carbure, et il y a des possibilités, de bonnes chances même qui batte ce record. Patricia, toi, qu'est-ce qui t'impressionne particulièrement chez Kylian Motet ? Moi, justement, c'est cette transformation. Il a en parlé à ce micro dans notre podcast dernièrement. Il disait aussi qu'il y avait eu pas mal de remises en question il y a 2 ans, 2 saisons, c'est juste, qu'il avait fait du travail au niveau mental beaucoup, et puis que ça l'avait un petit peu libéré. Maintenant, au niveau du temps de jeu, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais, il joue pas en infériorité numérique, oui, donc c'est pour ça qu'il y a quand même une variation qui est hyper intéressante, quoi. Oui, ouais, c'est clair que c'est pas en infériorité numérique qu'on marque des buts d'habitude, donc c'est pas durant ce temps-là qu'il pourrait en marquer. C'est un joueur qui tire énormément, Kylian Motet, 127 tirs depuis le début de la saison. Il y a juste Rayala qui a fait mieux, puis encore un autre joueur qui est deuxième avec 128 tirs, je crois. C'est surtout 15% de réussite. Rayala, il a 5%, donc on a vraiment la différence entre un joueur qui est en plein doute et un joueur qui est en pleine confiance. Parce qu'il faut dire aussi à Kylian Motet, ce qui lui a fait du bien, c'est d'être placé dans cette première ligne qu'il n'a plus quittée depuis. Alors maintenant, il a des partenaires un peu différents. Enfin, David Dern est toujours resté, mais avec Victor Stolberg, c'était vraiment devenu la ligne de référence de Fribourg-Gotteron. Et c'est aussi
l'intelligence de Christian Dubé, là, en l'occurrence, de l'avoir relancé, de l'avoir mis dans les meilleures dispositions, parce que quand on sait qu'il fonctionne à la confiance, au moral, c'est la chose à faire. Ça a quand même mis un peu de temps. Il a quand même 30 ans, Kylian Motet, pour qu'il trouve vraiment sa place. Quand on en discutait ce matin, il me disait encore, voilà, certains matchs je jouais beaucoup, d'autres pas. Des fois j'étais en 4e ligne, des fois en 2e, des fois en première, sur le power play, en tribune. Enfin, il a un peu eu tous les rôles et pratiquement à quelques semaines d'intervalle. Donc cette stabilité qu'il n'avait pas, maintenant il l'a trouvée. Et puis la réussite à amener la confiance, il y a un peu tout qui clique et qui lui permet justement d'être aussi performant. On voit aussi dans son jeu, parce qu'il a changé de mentalité vraiment de façon significative. Avant, il allait de temps en temps dans les bandes, il tombait peut-être facilement et tout ça. Tandis que là, j'irai pas jusqu'à le comparer à Di Domenico, mais il va dans les bandes, il tombe pas, il résiste, et puis il réussit à faire de bonnes passes aussi. Puis avant, il allait devant le but, surtout pour faire un peu le show, pour presque, on a l'impression d'amuser la galerie, mais là maintenant il s'impose, même s'il a un petit gabarit, il est crusher. On l'a vu encore sur le, je sais plus quel but c'était à Rapperswil, en même temps il y en a eu tellement que j'aurais de la peine à le ressortir, mais il va s'accrocher avec Červenka, c'est Gunderson qui marque, je crois. Donc ils se sont un peu embrouillés sur l'action, mais c'est aussi grâce à lui qu'il y a ce but-là, parce qu'il va devant le but, et puis c'est quelque chose qu'il faisait très peu avant. D'ailleurs, c'était quelque chose qui énervait aussi un peu Christian Dubé. Est-ce qu'on peut le comparer à un Hoffmann, à Hollenstein, à un Andrigetto ? C'est un peu... Pas pour l'instant, à mon avis. Il faut attendre la fin de la saison. Peut-être que ça sera le début d'une épatante carrière de buteur ou de compteur, je sais pas, mais à mon avis, c'est encore un petit peu beaucoup. Il a moins de talent, mais là, il profite il profite pas des circonstances, parce que ça fait quand même, il a plusieurs saisons à plus de 30 points, mais là, Fribourg marque énormément de buts. Sprunger, c'est plus Sprunger d'avant, donc quelqu'un d'autre a dû prendre le relais, ce qui fait très bien. Mais non, je pense que... D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que Kylian Motet pourrait aller au championnat du monde, là où un Hoffmann, un Andrigetto n'est pas sûr d'y aller, mais ils ont des bonnes chances. J'ai plutôt l'impression que c'est un peu bouché, Kylian Motet, avec l'armada de Suisse qu'il y a en NHL. Est-ce qu'il est un peu sous-coté alors ? Parce que si c'était un joueur d'un autre club qui était roi des compteurs, même en milieu de saison, on dirait ah ouais, ce joueur il progresse, il est devant et tout. Est-ce que parce qu'il est à Fribourg depuis longtemps, parce qu'on le connaît, on se dit il n'est pas aussi dominant, aussi fort que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un petit biais au départ dans la... Moi, je pense un petit peu, oui. Mais surtout aussi par rapport à son passé, à cause de son passé. Ouais, c'est vrai, il traîne un peu une étiquette aussi on en a déjà parlé, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir dessus, mais un peu ces simulations, du fait aussi qu'il a attendu 30 ans, 28-30 ans pour vraiment devenir dominant. Oui, je pense que pour répondre à ta question, il est sous-coté. Et il pourrait peut-être d'ailleurs gagner ce classement des compteurs, si on réfléchit que Ambul s'est blessé assez vilainement hier, donc c'est un rival direct pour cette première place. Ça a aussi été le cas d'un autre, de Hoffmann évidemment. Andrigetto n'est pas blessé. Non, Andrigetto n'est pas blessé. Il y a d'autres concurrents. Marc et Malguin ont moins de matchs, ils ont des matchs à rattraper, donc ils vont aussi se rapprocher, mais on peut y croire à cette première place, non ? Oui, c'est un peu prématuré à mon avis, mais non, pourquoi pas, hein, bon. Est-ce qu'il est capable de succéder à Pius Souter ? C'est la question, quoi. Effectivement. Ça mettra un peu de piquant pour cette fin de saison. Oui, parce que vous savez quel est le dernier joueur de Gotteron à avoir terminé en tête du classement des compteurs ? C'est pas Sprunger. Non. Roman Sprunger, Červenka ? 2 fois 2e. Roman Červenka ? Non. Bon, ça doit être plus vieux. Bikov. Komutov. En 94-95, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment vieux. Ah ouais. Juste un petit pointage pour rester dans les chiffres. Andrei Bikov est devenu, dans ces derniers jours, le 4e meilleur compteur de l'histoire du club. Est-ce que ça vous inspire une toute petite réflexion ? Disons que sur le court terme, enfin sur le moment présent, disons qu'Andrei Bikov tourne très bien. Je crois qu'il a 20 points, il doit aussi tourner à plus d'1 point par match
dernièrement. Bon, en même temps, en mettant 9 à Rapperswil, ça aide. Donc, il y a beaucoup de buts de Fribourg ces temps-ci. Mais voilà, André Bikov, ça fait longtemps qu'il est là. Il joue avec la première équipe depuis 2006 ou 2007. C'est un joueur qui a réussi plusieurs saisons à 30 points ou plus, comme on le disait avant. Donc forcément, c'était logique qu'il allait grimper dans cette hiérarchie-là en restant à Fribourg. Mais non, c'est clair que c'est un joueur qui compte dans l'organisation et qui va continuer à marquer l'empreinte de ce club, parce que maintenant, je pense qu'on est plus ou moins certain qu'il va rester avec les dernières nouvelles qu'on a eues. Donc c'est bien pour lui. Est-ce qu'il pourra atteindre le top 3 Il est 4e. Hein. Ouais, le top 3, je crois que ça paraît, il est loin. Il est très loin. Ça paraît plus difficile. Rien à ajouter, tout a été dit. Magnifique. Passons au thème numéro 2, plus de buts à Rapperswil, 9 pour Fribourg, 10 même si on compte le but de Sprunger annulé. Mais en fait, on ne va pas s'étendre sur cette pluie de buts. On va surtout parler des jeunes, parce que trois jeunes ont marqué leur premier but en National League ce soir-là, à savoir Jobin, Bougro et Gaur. C'est toujours un moment important pour les jeunes qui ont parfois très peu de temps de glace, même s'ils embarquent avec la première équipe, comme on dit. Mais certains commencent à se signaler. C'est important pour l'avenir, mais quelle est la conclusion qu'on peut avoir, et si on peut en avoir une? Disons que déjà, c'est bien que le but de Sprunger ait été annulé, parce que sinon, c'est Lucas Gaur qui aurait dû payer la caisse de bière. Et puis, pas sûr qu'il ait un salaire qui permette de faire ce genre de choses. Non, blague à part, si on prend que le cas de Lucas Gaur, je le distinguerais peut-être de Jobin et Bougro, qui sont vraiment dans la première équipe. C'est magnifique pour lui, premier match, il joue quelques minutes à 3-4 secondes de la fin. Enfin, c'est vraiment la belle histoire. Après, pour Jobin et Bougro, c'est une autre histoire, parce que ils font partie de l'équipe. Surtout Bougro, il attendait ce but depuis longtemps. Ça va leur donner de la confiance pour la fin de saison. Pour ce qui est c'est une bonne chose pour tout le monde. Par contre, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un trompe-l'œil. Ces jeunes, ils ont eu 6-7 minutes de temps de jeu, alors que Gauthieron gagne 6-0 à la mi-match. Ils auraient pu en avoir plus. Alors, c'est déjà bien qu'ils aient été envoyés sur le power play à la fin du match. Enfin, ils ont quand même eu des occasions, mais si on ne les envoie pas maintenant, on ne les enverra jamais. Donc, il leur faut des situations aussi différentes où c'est un match serré pour aussi apprendre, si on pense qu'à Jobin et Bougro. Donc, je pense que ces prochaines semaines, à commencer par vendredi, il faut aussi les envoyer dans d'autres situations, pas seulement quand le match est déjà plié. Pourquoi pas mettre une ligne complète de juniors? Moi, je dirais, parce qu'il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de raison de ne pas essayer, non? Oui et non, là ça va être plus ou moins obligatoire, parce qu'il y a beaucoup de blessés, des joueurs incertains, Sprunger et Bischer qui sont malades, et donc incertains pour ce match. Il y a encore Stolberg, Rossi, Bredin, Marchand, ça fait beaucoup d'attaquants qui ne sont pas disponibles, donc il y aura des jeunes sur la glace. Je pense qu'effectivement, il faut se réjouir de ces réussites des jeunes. Après, c'est qu'un match, et puis c'est plutôt leur développement qui doit être pensé par Gauthieron. Et c'est peut-être un petit peu ce qui manque. Il y a eu beaucoup de travail chez les tout-petits à Gauthieron, avec Sennhuysen qui a mis en place un projet cantonal. Après, j'ai des fois de la peine un petit peu à y voir clair pour les joueurs qui frappent à la porte. Alors maintenant, ils sont de la National League et de la première équipe. Ils sont intégrés régulièrement aux entraînements, mais ils ne sont pas toujours là non plus. Il y a un peu une sorte de tournus. Certains jouent en junior élite, mais il y a peu d'échanges avec Ajoa, le club partenaire en Swiss League. Ce serait quand même peut-être judicieux de développer un petit peu ça, qu'ils aient vraiment du temps de glace, parce que oui, un match à Rapperswil où tout sourit, il y a des buts et il y a 6 minutes, mais combien de matchs Jobin, il s'est assis au bout du banc et puis il n'a pas quitté le banc, et puis je pense que c'est pas comme ça qu'il va progresser. Alors début janvier, il a été à Ajoa, tant mieux pour lui, mais je pense que pour tous ces jeunes, il faut mettre un peu en place un vrai plan pour qu'ils progressent. Oui.
Parce qu'on voit par exemple, on a vu Kevin Nicolet notamment, qui a fait qu'un match avec la première. 1 minute 55 de jeu, c'est peu, mais c'est pas mal déjà par rapport à certaines premières présences. Certains ont fait 30 secondes et puis on les a plus revus, quoi. Ouais, c'est ce que je disais. Je pense que de toute façon, ils n'auront pas beaucoup plus actuellement. Ils ont pas le niveau de National League. Ils doivent s'aguerrir, ils doivent découvrir ce niveau de jeu, le hockey des adultes, tout simplement. Mais il y a des steps, enfin des pas intermédiaires, des paliers à franchir. Et puis là, tout d'un coup, il y a des blessés, on en appelle un ou deux. Tous les clubs font ça, c'est normal. Mais l'année prochaine, ils seront où ces jeunes? Est-ce qu'ils seront toujours intégrés à Gauthieron? Est-ce qu'ils ont encore l'âge junior élite? Est-ce qu'ils auront des opportunités ou en Première Ligue ou en tout cas en Swiss League? Et tout ça, ça doit être réfléchi. Je pense un peu de manière individuelle. Il faut décider ce qu'on fait avec ces jeunes. Est-ce que c'est des joueurs sur lesquels Gauthieron compte? Est-ce que dans 3 ans, ils doivent être titulaires en National League? Si c'est le cas, comment on les amène? Parce que pour l'instant, c'est pas dire que c'est de la cosmétique, mais ils sont là, ils jouent avec les juniors élites, ils donnent des coups de main à la première équipe, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qu'on attend d'eux? Ouais, cosmétique, je pense que c'est le bon mot. Il manque, je partage tout à fait l'avis de François, il manque une vision d'ensemble pour ces jeunes, et je pense que ça se répercute sur d'autres jeunes, dont un qu'on n'a pas évoqué, c'est David Ebicher. Alors peut-être qu'on va revenir sur son cas, parce que c'était quand même un petit peu l'affaire de la semaine. Là, il y a bon, alors déjà, disons que je pense que c'est pas la faute du club ou de Christian Dubé, ni que la faute d'Ebicher, mais il y a en fait, les deux parties, donc David Ebicher et Christian Dubé, c'est quand même deux égaux. Alors Ebicher, on l'a un peu découvert, on ne savait pas forcément qu'il avait autant de caractère. Il en demande beaucoup. Et puis Christian Dubé, lui, est plutôt dans une optique de changer les mentalités, d'amener, d'essayer de faire en sorte que les jeunes se battent pour leur place. Et on se trouve en fait dans une situation où aucun veut faire un pas vers l'autre. Et puis, c'est du gâchis pour l'instant. Alors, je pense que si tout le monde mettait un peu d'eau dans son vin, enfin tout le monde, c'est-à-dire David Ebicher et puis Christian Dubé, on pourrait éviter une situation comme celle-ci. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation, mais moi, je trouve que c'est vraiment du gâchis. Moi, je trouve aussi, mais par contre, il y a 2 questions que je me pose. La première, est-ce que c'était légitime pour Ebicher de demander une place dans le top 4, parce qu'à quelque part, sa réaction, c'est parce qu'il n'a pas eu forcément la place qu'il espérait. Top 6 déjà, je pense. Voilà. Il serait déjà content. Mais quand tu viens, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faut le mettre directement dans le top 6 sans passer à rien d'autre? On revient un peu à la situation de tous ces jeunes. Je pense qu'il manque un plan clair pour David Ebicher. C'est s'il ne joue pas avec Gauthieron. Enfin, il a joué parce que Fourer était blessé. Il a eu des bons matchs. On lui a donné du temps de jeu. Après, il a eu des moins bons matchs. Tout d'un coup, on ne le fait plus du tout jouer. Tout ça peut être normal au cours d'une saison. Le problème, c'est que seules les performances sportives, ça ne justifie pas le traitement d'Ebicher, parce qu'il y a d'autres défenseurs qui passent à travers des matchs et ils restent titulaires. Ils sont en plus âgés, ou plus âgés que lui, alors que lui, c'est plutôt l'avenir de Gauthieron. Donc déjà, là, c'est pas toujours très clair. Et puis, ça n'a pas été évoqué visiblement entre le club et le joueur. C'est si tous les défenseurs sont en santé et que lui est surnuméraire, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ça veut dire qu'il va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans jouer. Gauthieron est perdant à la fin. Le joueur, évidemment, mais Gauthieron aussi. Donc quand tu parles de gâchis, puisqu'on se renvoie des fleurs. Cette fois, c'est moi qui te les renvoie et je te dis que je suis assez d'accord avec toi, ça a gâché. En fait, tout le monde va être perdant à la fin avec cette situation, donc ils ont intérêt quand même à clarifier la chose rapidement. Alors oui, ils devront mettre de l'eau dans leur vin, les deux, peut-être. Il faut s'asseoir autour d'une table puis discuter quelles sont les attentes, quels sont les projets du club, et connaître aussi les attentes du joueur et lui expliquer peut-être qu'il est trop impatient. Mais... Ouais, c'est la communication qui a manqué, surtout entre Dubé et puis Ebicher, entre un joueur qui s'est un peu braqué dans son coin et puis Dubé, voilà, qui est quand même assez fier. Il a aussi sa manière de faire avec ses avantages et ses défauts. On se retrouve un peu dans une voie presque sans issue, alors qu'au final, c'est un junior de 20 ans qui n'a pas joué pendant 7-8 matchs. Donc, c'est pas non plus comme s'il était écarté depuis le début de la saison. Donc il y aurait vraiment matière à mieux faire.
Mais braqué dans son coin, mais je pense aussi pas mal poussé par son agent, hein, parce que c'est pas là. J'ai en tête d'autres cas, mais je me rappelle plus les noms C'est le même agent précis. qu'Andrea Glauser. Voilà, exemple. exactement. Donc, ceci Donc, peut expliquer cela dans la manière des Bichères de prétendre à beaucoup de choses. Voilà. Alors, d'un côté, c'est bien, on voit qu'il est ambitieux, qu'il a du caractère. Je pense qu'il n'y a pas tout qui est acheté dans son attitude, mais peut-être est-ce qu'il est vraiment légitime après 29 matchs de National League pour prétendre à ce qu'il prétend, c'est-à-dire jouer sur le power play et jouer, je ne sais pas, 15 minutes par match. Il y a quand même... Il y a peut-être une solution pour lui donner du temps de glace. Je discutais l'autre soir avec Paul-André Cadio, puis il me rappelait que Mark Streit, un défenseur bien connu, a joué souvent en attaque avec les Canadiens de Montréal. Gauthieron manque de joueurs actuellement en attaque. Pourquoi pas donner de la glace comme ça à David Bichère? Je ne suis pas sûr qu'il le prendrait très bien, d'être aligné en attaque, le connaissant. Après, c'est une possibilité, mais ça reste du bricolage, quoi. Ça va pour quelques matchs, oui, ça lui donne du temps de glace. Mais encore une fois, c'est Gauthieron dans 3 ans veut David Bichère dans son équipe. Oui, non, il veut quel rôle pour David Bichère. Il compte sur lui dans le top 6, par exemple, ou pas. Il y a Diaz qui arrive. Voilà, peut-être que ça veut dire que le power play est bouché. Évidemment, on ne va pas comparer à Bichère avec Diaz ou Gunderson, n'importe quel coach. Même débutant mettra plutôt Diaz et Gunderson sur le power play qu'à Bichère. Mais toutes ces questions-là, ils doivent se les poser, mais surtout, ils doivent trouver des réponses. Et s'ils disent, dans 3 ans, on veut Bichère, mais on veut qu'il ait du temps de glace, qu'il l'envoie 2 ans en Ligue B, quoi. C'est pas un problème. Si c'est ce chemin-là qu'ils veulent, s'ils estiment qu'il peut déjà avoir sa place en National League, qu'ils lui donnent du temps de glace. Je peux l'imaginer aller à Ajoie quand même ces prochaines semaines, pour autant qu'il n'y ait pas de blessure dans la défense de Gauthieron. Alors il faut savoir que c'est le joueur qui voulait pas y aller. En tout cas, c'était pas stipulé dans son contrat qu'il avait un peu un contrat one way, disons, pour faire la comparaison avec l'Amérique du Nord. Mais il n'y avait pas de clause qui l'interdisait d'aller jouer à Ajoie. Disons que tous les joueurs de Gauthieron peuvent aller jouer à Ajoie du moment que leur licence B elle est déposée là-bas. Mais est-ce qu'on lui l'a vraiment proposé? Alors, je crois que je ne sais pas si on lui a proposé vraiment cette option, mais en tout cas, lui, à la base, il voulait pas. Et encore lundi, quand je lui ai parlé, pour lui, c'était pas une option. Et puis après, on sait que le jour même, sa licence a été déposée, ce qui est assez marrant parce que l'affaire est sortie en début d'après-midi. Et puis, comme par magie, sa licence a été déposée dans l'après-midi. Bon, précisons que c'était le dernier jour pour le faire aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même moyen, à ce qu'on n'arrive pas à un cas Glauser et puis qu'on perde ce qui est quand même un joueur talentueux, en tout cas prometteur de Fribourg-Gotteron. Passons au point numéro 3. L'équipe pour la saison 2021-2022 prend forme. Est-ce que le directeur sportif Christian Dubé a terminé son travail sur ce plan-là? Alors c'est ce que je lui ai demandé ce matin, s'il était déjà en vacances. Il m'a dit « Ah, mais vous savez, on n'est jamais vraiment en vacances quand on est directeur sportif. » Mais il m'a aussi dit que son équipe était prête à 95%. Donc je pense que, comme on l'a mentionné avant, et ce qu'on peut ressentir ces dernières semaines, c'est que la prolongation du contrat d'Andrei Bikov n'est pas encore officielle, mais ça devrait jouer dans les jours ou les semaines qui viennent. Et après, avec l'engagement de Diaz, les prolongations, il ne reste plus beaucoup de place. Donc un étranger en attaque et puis peut-être un défenseur encore. Sinon, il y aura beaucoup de jeunes qui compléteront l'effectif. Oui, parce qu'il faut rappeler que lorsque Gauthieron a annoncé l'engagement de Rafael Diaz, il y a aussi eu l'annonce de la prolongation de contrat de Gunderson jusqu'en 2022, de Jobin jusqu'en 2023, de Marchand jusqu'en 2023 et de Rosal, assistant-entraîneur, jusqu'en 2023. Et puis, il y a eu Mauro Rieur, qui n'était pas prévu dans le contingent cette année et puis qui arrive à l'automne. Ça veut dire, si mes comptes sont bons, il y a 2 gardiens pour la saison prochaine, 7 défenseurs. Les cas de Aplanalp et Fourer sont encore ouverts. Et 12 attaquants avec Dernay, Stulberg et Bikov en suspens. Ça veut dire qu'il manque quoi? Il manque un attaquant étranger ou 2.
Il manque Bikoff. Bikoff. Il manque Bikoff. On arrive à 14 là. Ouais, mais ça sera un seul attaquant étranger. Ça, c'est en tout cas. Donc c'est 14. Ce qui a été annoncé. Ils partiront pas à 5. Peut-être qu'on peut commencer par le dossier des joueurs étrangers, qui est peut-être le plus intéressant dans les 3 dossiers qui restent sur le bureau de Christian Dubé. Donc tu l'as dit, Gunderson est sous contrat, Di Domenico aussi. Et puis Brodin, qui vit une saison particulière. Il était quand même mis de côté par la force des choses. Il y avait 4 autres joueurs meilleurs que lui. Et puis il a un contrat. Là, il arrive, il aurait enfin pu jouer et il se blesse. Visiblement, c'est une commotion, donc ça pourrait prendre des semaines. On se dit tous que Brodin va pas pouvoir rester dans ces conditions, sachant. On se dit tous, moi pas. En tout cas, on a tous l'impression que Christian Dubé préférerait garder les 2 joueurs sur lesquels il compte, c'est-à-dire David Desharnais et Victor Stolberg, plutôt qu'un joueur qu'il envoie en tribune. Après, là, il y a une question d'argent qu'on va évoquer, mais peut-être commençons par ce que nous a dit Christian Dubé, ce que t'a dit François Dubé, c'est qu'il comptait sur Brodin pour la saison prochaine. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais... Oui, alors je pense qu'il ne pouvait pas dire grand-chose d'autre que ça, mais il a quand même confirmé que Brodin serait fribourgeois la saison prochaine et qu'il n'avait pas prévu de s'en séparer durant l'été. Après, en même temps, je voyais mal arriver et dire oui, il a un contrat, mais il ne sera plus là la saison prochaine. Donc voilà, c'est un discours. Mais il avait l'air d'être assez, pas dire convaincant, mais assez sûr de cette situation-là. Après, quand tu dis on n'imagine pas Brodin la saison prochaine, pourquoi on ne l'imagine pas? C'est qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui. Donc Gauthieron, en partant avec Brodin, s'affaiblirait un petit peu, ce qui paraît un peu bête, alors que Gauthieron est plutôt en train de monter en puissance et de recruter Diaz. Donc Brodin, si aujourd'hui on dit c'est ou Brodin ou Stolberg, les contrats, il n'y en a pas, on peut choisir. Personne ne prendrait Brodin, tout le monde prendrait Stolberg, je pense. Moi j'ai une question par rapport à ton affirmation, là, par rapport à ce que Dubé a dit. Est-ce que par hasard, il n'aurait pas entendu un de ces 2 étrangers, Stolberg et Desharnais, lui annoncer qu'il allait mettre un terme à sa carrière? Parce que ça me paraît quand même une affirmation... Ils ont laissé entendre ça les 2 à un moment donné en disant ouais, l'avenir on verra, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de priorité, on pourrait continuer, on pourrait arrêter. Desharnais a dit qu'il pourrait peut-être rentrer au Canada, Stolberg a dit on verra bien. Donc ils sont dans une posture un peu tout est ouvert, mais visiblement comme disait Dubé, c'est pas, tout est ouvert mais vraiment dans les 2 sens. Ça veut dire que ils ont leur carrière vécu, mais ils prolongeraient volontiers les 2 leur carrière de hockeyeur à Fribourg ou ailleurs, mais voilà, ils savent aussi qu'ils n'ont pas besoin de se prosterner pour avoir un contrat, ils en auront, et Fribourg est intéressé à poursuivre avec eux aussi, j'imagine. Pour les 2, c'était plutôt, est-ce que vous allez continuer votre carrière plus tôt? Oui, disons, s'ils devaient cocher dans un sondage, mais ils ont, comme tu disais, les 2 laissé entendre que la situation sanitaire compliquée pouvait leur faire prendre la décision d'arrêter leur carrière. En tout cas, si Brodin reste, ça scelle quasiment le sort de Stolberg, parce que Gauthieron a besoin d'un étranger qui évolue au centre, au vu de leur effectif. Donc, partant de ce principe, je ne vois pas comment il pourrait garder Stolberg, à moins qu'il parte à 5 étrangers, mais il dit qu'à moins d'un miracle financier, ça n'arrivera pas. Après, il y a toujours Bikoff qui peut retourner au centre, Di Domenico qui est aussi un centre. Mais c'est pas absolu. Ils ont un centre, ils ont assez de centres quand même. Mais tu n'as pas un centre ultra dominant. Alors Di Domenico, effectivement, il peut jouer au centre. Il a quasiment pas joué au centre parce qu'il est visiblement meilleur sur l'aile, parce qu'il a moins de responsabilités défensives. En plus, il est très bon en étant ailier gauche. Il arrive, et puis il évolue quasiment comme centre, mais en étant à gauche. J'imagine quand même mal Christian Dubé se priver d'un vrai centre étranger pour la saison prochaine. Mais il y a encore Schmitt au centre. Ouais, mais là on parle de joueurs qui sont bons, qui sont en développement. Alors pour Schmitt, mais un Desharnais qui est capable d'être là pour les dernières minutes, qui gagne des engagements, même si voilà, c'est pas sa plus grande force cette saison, il a été meilleur. Mais alors je suis pas dans la tête de Christian Dubé, mais je vois pas comment il pourrait
pas engagé. Le 4e étranger pourrait pas être un centre, vu son équipe. Je te rejoins encore une fois. Après, Dubé a aussi changé un peu sa façon d'organiser et de voir son équipe cette année. Avant cette année, j'aurais dit oui, il faut une colonne vertébrale, il est attaché à ça, c'est important. Après, est-ce qu'on pouvait imaginer que Di Domenico allait pas faire un seul match au centre pratiquement? Est-ce qu'on pouvait imaginer que Bikoff allait jouer plus à l'aile qu'au centre? Toutes ces choses-là, ça montre quand même que voilà, il y a une évolution, il y a des changements, il y a des modifications qui sont pas forcément négatives. Donc il y a la possibilité de peut-être partir un peu différemment et de trouver autre chose. Après, moi, je garde quand même un énorme point d'interrogation sur Brodin parce qu'après la saison qu'il y a eu, j'ai un peu de peine à comprendre qu'il va rester encore une saison de plus dans ces conditions. La suite de l'effectif, encore un petit mot peut-être sur la défense. Ouais. C'est le dernier qui a ouvert. Oui, alors s'il y a 14 attaquants avec Bikoff et un étranger, je pense que ça sera complété par des jeunes. Et en défense, donc 7 pour l'instant sous contrat. J'imagine qu'il y aura un 8e. T'imagines bien. Ça pourrait être un jeune encore, mais bon, il y en a un, c'est Michel. Et là aussi, Dubé pas plomber la fin de saison d'un de ces deux vétérans, donc Planalp ou Fourer, en disant que c'était ouvert. Après, il faudra voir aussi l'envie des joueurs, les conditions. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y en aura sans doute pas les deux qui vont continuer à Gauthieron. Peut-être un des deux ou aucun des deux. Bon, Gauthieron a des soucis financiers. Enfin, doit faire attention à sa caisse, à pas trop dépenser. Il pourrait demander à un des deux, s'il veut continuer à jouer, de payer pour le faire, non? Je rigole. Plutôt à Planalp qu'à Fourer dans ce cas. Non, alors, sans vouloir manquer de respect à Planalp, qui d'ailleurs... à part, il a eu un match un peu moins bon, là, je ne sais plus contre qui c'était récemment, où il fait une relance catastrophique, mais je trouve que ces dernières semaines, il va mieux. Qui? Mais à Planalp, donc. Pardon, je n'avais pas entendu. Ouais. Mais effectivement, je pense qu'à la base, il y a quelques semaines, j'aurais dit que les deux avaient pratiquement aucune chance de rester. Le plan de Christian Dubé, c'était d'engager un jeune, mais un jeune qui allait commencer un peu à s'établir en National League. Il était sur un joueur qui a signé à Rapperswil. Donc, il ne va pas venir à Fribourg-Gotteron. Ce qui fait que maintenant, je ne sais pas s'il a d'autres pistes, mais peut-être que ça pourrait ouvrir la porte à un des deux. Mais si on a un des deux qui reste, ce sera de toute façon à des conditions bien moindres que ce qu'ils ont maintenant. Ça paraît assez sûr. S'il a déjà fait du rack sur Andrei Bikoff, il va aussi le faire sur les défenseurs. Moi, je pense qu'il doit vraiment rajeunir donc, la défense. C'est pour ça que, dans mon idée, un jeune, on dira quoi, jusqu'à 25 ans, c'est peut-être ce qu'il faut amener, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le reste de la défense commence aussi à prendre de l'âge. Hein. Ouais. Moi, je ne l'aurais pas dit il y a quelques semaines, mais je mettrais une petite piécette sur Fourer qui prolonge, parce qu'il est établi dans la région. Je ne suis pas sûr qu'il va arrêter dès cette saison. Et puis, s'ils arrivent alors à trouver, c'est évidemment la base de la discussion et du contrat, c'est trouver un accord financier. Mais si Fourer est prêt à faire un effort, Gauthieron et Dubé sont suffisamment ambitieux pour se dire, maintenant qu'on a Diaz, maintenant qu'on a des étrangers qui fonctionnent, un Motet qui cartonne, si on peut avoir Fourer, Berra évidemment, plus Fourer qui reste une année de plus pour son expérience, ça peut nous permettre de vraiment jouer le titre dès la saison prochaine, et je pense qu'ils seront tentés de lui faire une proposition. C'est possible, mais je pense que Fourer doit, pour rester une année de plus, diviser son salaire par 2 voire 3, parce que sinon ça paraît quand même compliqué. Ouais, après, il faut voir s'il y a d'autres offres sur la table ou s'il n'y a que Gauthieron, et peut-être que ça permet justement de... ça le forcera, pas péjorativement, mais de réfléchir un peu différemment en disant voilà, c'est Gauthieron ou rien d'autre, donc je reste. Voilà, on peut passer au pronostic. Il y a 2 matchs en cette fête de semaine, donc Gauthieron-Ambry vendredi, et puis Bienne-Gauthieron samedi. On n'a plus l'habitude d'avoir un match de hockey samedi, franchement. Faudra pas que je me trompe, c'est moi qui y vais. Ouais, justement. Pas que j'attende le dimanche après-midi. Ça sera un peu tard, effectivement. Juste pour un petit mot par rapport au classement de nos pronostiqueurs, François a fait une remontée assez fantastique, puisque au point par match, c'est actuellement lui qui est en tête. Bravo François. Je vais faire comme les joueurs, je vais dire tu me l'apprends, je savais pas. Ce qui est vrai en l'occurrence.
Voilà, alors à toi la parole. J'ai la puis pression. Ouais, comme ça on peut écouter ce que tu dis puis faire la même chose. Gauthieron-Ambry. Eh ben, Gauthieron-Ambry, je vais pas surprendre grand monde. Victoire de Gauthieron, 4-2. Tu me le voles. Pierre? Moi, je vais m'inspirer de l'EFA au Rossier pour annoncer une victoire de Gauthieron, mais il marque beaucoup de buts. Allez, 5-2. 5-2. Bon, moi, je vois aussi une victoire de Gauthieron. Et puis, depuis le temps qu'on l'attend, on aura peut-être ce premier blanchissage de Reto Berra pour autant que ce soit lui qui joue. Donc, 5-0. J'ai arrêté d'annoncer des blanchissages de Berra, ça marche pas. À propos, c'est le seul de National League qui n'a pas eu de blanchissage. Je crois qu'il le vit bien. C'est bien. Bien Gauthieron. Pierre? Bien Gauthieron, Bien va l'emporter sur le score de 3-1. Donc, Bien à domicile gagne. François? Un petit 4-3 après prolongation pour Bienne. C'est noté. Et pour pas faire comme vous, je vais dire 2-3 pour Fribourg après prolongation. T'as vraiment envie que je reste longtemps dans le Ceyland samedi? Exactement. Si tu y vas samedi, hein. Oui, pas. je vais y aller. Voilà, on arrive gentiment au bout. On voudrait juste vous dire une chose, c'est que quand on enregistre ces podcasts, on est toujours 4, parce qu'il y a Vanessa Lam qui s'occupe du son, du montage et de tout. Et puis c'est son dernier podcast. Alors on se demande tout d'abord si elle veut nous parler un petit peu de sa découverte du hockey. Elle n'a pas mis le micro, mais si elle veut venir causer, elle est obligée de venir dire au micro quelque chose. Je lui passe le micro. Voilà, ça c'est bien, merci. Alors Vanessa, qu'est-ce que tu penses du hockey à Fribourg ? Je sais pas ce que j'en pense, mais le hockey est de loin pas le sport que je déteste le plus. Regardez, j'y connais rien, mais je ne déteste pas. Voilà. C'est quoi un powerplay ? Grâce à vous, j'ai appris, c'est une supériorité numérique. Bravo. Mais Bravo, je saurais pas gagné le expliquer quiz. plus que ça. Et puis c'est quel joueur de Gauthieron ton préféré ? Alors le seul dont je me souviens du nom et de la tête, c'est Gunderson. Parce qu'on m'a dit un jour que c'était Monsieur Parfait et j'ai trouvé ça drôle, alors du coup je l'ai retenu. Tu te rappelles pas de Kylian Motet que tu as vu il y a 3 semaines? Aussi, mais disons que si je prends le plus loin que juste maintenant, je répondrai Gunderson. Et en effet, j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec Kylian Motet, qui est très drôle. Voilà, alors merci pour tout Vanessa. C'était une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Et puis voilà, merci beaucoup de l'avoir fait d'ailleurs. Merci à François. Merci Patricia. Merci à Pierre et bon match à tous. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.